Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 19 mars. Salut à Madame Ada Dandan, salut à Tomoyo, salut Amandine, Sab de vos flamants roses. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une très bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à faire chauffer vos cerveaux en continuant l'étude de la méthode d'examen mental sur la sphère de la loi selon l'ornementation fleurie. Alors, je ne vous lirai pas le nom en chinois, par contre, en japonais, du coup, ce serait Keigon Hokai Kanman. Voilà, mais du coup, je ne sais pas le lire en chinois, je vais éviter des prononciations hasardeuses. Un livre, du coup, qui se situe dans la tradition, donc, comme son nom l'indique, hein, l'ornementation fleurie, Avatam Saka Keigon, donc une tradition bouddhiste qui, malheureusement au Japon, hein, n'existe quasiment plus. Il y a encore quelques temples, dont le fameux Todaiji de Nara, qui fait partie de l'école Kegon et qui globalement permet à l'école de survivre encore de nos jours. Mais elle n'a que très très peu d'autres temples à travers le Japon. Elle a en fait été un peu effacée avec le temps, dans le sens où c'était une école très orientée sur la philosophie. Et ces principes philosophiques ont été intégrés dans d'autres écoles, ce qui fait que l'école Kegon en elle-même n'avait plus de réelle logique à continuer à tant exister que ça par elle-même. Elle a été intégrée notamment dans le Shingon en partie, dans le Zen en partie. Voilà. Donc malheureusement, c'est une école qui n'existe presque plus à l'heure actuelle, mais qui a encore un petit peu d'existence. Donc voilà, si vous allez au Todaiji de Nara, si vous allez voir le Daibutsu, le fameux Daibutsu de Nara, eh bien, c'est tout simplement le temple principal de l'école Kegon actuellement au Japon. Voilà. Donc on l'avait dit la dernière fois, hein, l'auteur de ce texte n'est pas ultra clair. C'est a priori un des patriarches de l'école Kegon. Mais voilà, lequel exactement, c'est pas d'une clarté absolue. Il n'empêche que c'est un livre qui a effectivement eu une assez grande influence parce qu'il est assez court et il est assez intéressant au niveau de ses concepts. La dernière fois, on avait beaucoup discuté du concept de vacuité versus le sensible. Donc, la vacuité à l'opposition et en lien avec le monde sensible. Bobo tête ce matin, dit Dagdeg. Tout le monde a peur. Tommy elle dit on va faire fondre la tête. Oui, c'est désolé, désolé. Je vais justement refaire un petit point sur cette idée de vacuité versus le monde sensible. Parce qu'on va en avoir besoin maintenant, en fait, juste après pour le prochain chapitre. Donc, rappel de ce qu'est, du coup, bon, le monde sensible, hein, là, on parlait du sensible, hein, c'est typiquement tout ce qui est d'une apparence physique, hein, c'est ce qu'on voit, on conçoit et on peut toucher, etc. Donc, c'est le monde sensible. C'est le fait, c'est l'agrégat de la matière, hein, c'est un des agrégats, des 5 agrégats. La vacuité en elle-même, c'est déjà alors peut-être expliquer ce que ça n'est pas, hein. Quand on dit le terme vacuité, on peut avoir tendance à penser que on veut dire par là que rien n'existe, que typiquement, hein, cette tasse serait privée d'une existence, elle n'existerait pas réellement, elle serait une totale illusion, elle n'aurait pas d'existence. La vacuité, c'est pas ce que ça veut dire. La tasse, elle existe concrètement. Je veux dire, je peux la toucher, je peux la voir, elle a une existence. Par contre, la vacuité, son principe, c'est d'expliquer que cette tasse-là, malgré son existence, eh bien, elle n'a pas réellement d'essence propre, c'est-à-dire qu'elle est liée, de par son existence, à une infinité de causes et de conditions. On peut en fait épuiser chacune des parties ou chacun des éléments de cette tasse-là dans la vacuité en montrant qu'en fait, chacun de ces éléments, par exemple la couleur vert ou simplement la matière de cette tasse-là, est issu d'une infinité de causes et de conditions. La matière de la potière qui l'a fait, la potière en elle-même, les parents de la potière, le soleil qui était là, la chaleur, le four, il a fallu fabriquer les pièces, machin, machin. Donc, et en fait, on peut remonter comme ça à une infinité de causes et de conditions. Ce qui permet, en fait, plutôt que de voir cette tasse comme étant un objet séparé, en fait, on voit cette tasse comme étant le résultat d'une infinité de causes et de conditions et qui marque, en fait, d'une certaine façon, la non-dualité de cette tasse-là. C'est-à-dire que cette tasse, plutôt que d'être un objet séparé, indépendant des causes et des conditions et d'une certaine façon perçue comme permanent, on voit qu'en fait, cette tasse-là, eh bien, elle est la résultante d'une infinité de causes et de conditions, et elle interagit également avec une infinité de causes et de conditions. Et donc, on n'a plus besoin de s'attacher à cette tasse comme étant un objet séparé, elle est reliée en fait à l'entièreté des causes et des conditions. Voilà en gros ce qu'est le principe de la vacuité, hein, qui a du coup pour but de nous aider à comprendre mieux ce que sont les choses, et à nous détacher aussi d'une certaine façon des caractéristiques sensibles. En se disant, ben, moi, par exemple, j'adore cette tasse parce qu'elle a un visage. Oui, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle a un visage?
Et voilà, un visage parce que la potière a fait le visage, parce que la potière a des parents, et cetera, et cetera. Et donc à la base de toute existence, tu n'y retrouves pas l'essence. Il n'y a pas d'essence. En fait, le concept important dans le bouddhisme, quand je dis essence, je fais ici référence à la notion du concept d'âme, à la notion d'âme dans le bouddhisme. Ce qu'on va appeler l'âme dans le bouddhisme, c'est du coup une espèce de noyau dur qui serait au cœur des choses, ça peut être autant des êtres que des objets, etc., qui seraient leurs caractéristiques intrinsèques, caractéristiques qui est à la fois indépendante des causes et des conditions et permanente. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'un être humain tel que moi, c'est comme si on disait qu'il y a une essence de Greg qui est inchangeable, indépendante des causes et des conditions, qui est donc permanente, et c'est cette essence de Greg qui traverserait d'une vie à l'autre. Le bouddhisme, et donc ça, c'est ce qu'on retrouvait au niveau philosophique à l'époque du Bouddha. Et le Bouddha dit non, en fait, il n'y a pas d'essence telle quelle qui soit inchangeable. En fait, tout est en permanent changement, tout est en permanente évolution, et donc il n'y a rien qui existe indépendamment d'une infinité de causes et de conditions. Voilà en gros ce que on veut expliquer par rapport à ça. Donc c'est ça, quand je dis qu'il n'y a pas d'essence, je parle vraiment voilà, de cette idée d'un noyau dur qui serait inchangeable, qui caractériserait le grec. Et le but de la vacuité, c'est justement, ce concept de vacuité, c'est justement de montrer à travers l'analyse d'une part et la méditation d'autre part, que effectivement il n'y a pas d'essence. Parce que si on décortique le grec, eh bien, ne décortiquez pas le grec, attention. Si on décortique le grec, eh bien, on va se rendre compte qu'effectivement, tout ce que je suis à l'heure actuelle est en permanent changement, et tout ce que je suis à l'heure actuelle n'est qu'une résultante d'une infinité de causes et de conditions qui continuent à agir sur moi et à me transformer en permanence. Voilà. Essence vraiment en termes, voilà. Pensez, moi, quand je parle ici d'essence à ce sens-là, je parle vraiment d'un noyau dur. Et c'est pour ça que je dis, la vacuité nie l'essence des phénomènes, elle nie la nature propre, elle nie le fait qu'un objet aurait une nature propre qui le caractériserait, qui serait vraiment indépendant du reste. Mais elle ne nie pas l'existence. C'est-à-dire, techniquement, il existe une tasse. Mais c'est juste que cette tasse n'a pas de caractéristiques tassesques de tasse qui serait indépendant du reste. Voilà, en gros, ce qu'on veut dire. Dagdek qui dit: je prends mon petit déj, je mange du miel. Du coup, je regarde bizarrement mon pot de miel avec ce que tu racontes. Faut penser aux abeilles qui ont fait le miel, à la ruche, à l'apiculteur. Il faut penser à toutes les générations d'abeilles qui ont fait ça, leur évolution. Il faut penser au soleil qui était là. Il faut penser aux fleurs. Il faut penser aux fleurs qui ont poussé. Il faut penser à leur pollen. Il faut penser à la terre qui a porté ça. Il faut penser aux petits vers de terre qui ont aéré la terre. Voilà. Voilà ton pot de miel. Besné. Mais c'est intéressant comme façon de voir le monde, en fait. C'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est un monde qui est entièrement interconnecté, en fait. C'est un monde qui est vraiment... Il n'y a pas de séparation. Et c'est pour ça que la non-dualité, enfin pardon, la vacuité amène à la non-dualité, justement, en pensant comme ça. C'est rien que ce que je viens de te décrire avec le pot de miel. Tu vois le pot de miel, tu vois des fleurs, tu vois le soleil, tu vois l'apiculteur, tu vois sa famille, tu vois les gens qui ont fait le pot, tu vois ton interaction avec le pot de miel, tu vois le fait que tu as un intérêt pour le goût sucré. Du coup, tout ça s'imbrique les uns dans les autres, en fait. Ils ne sont plus séparés, en fait. Ils ne sont plus séparés. Et que remonte comme ça, comme dit Tomoyo, jusqu'à la naissance de l'univers, s'il y a une naissance d'univers. Exactement. Tout à fait. Voilà, voilà. Et donc, Madame qui dit au début des causes et des conditions, il n'y aurait pas d'essence. Mais en tout cas, pas selon le bouddhisme. C'est un peu. Il y a un côté ambigu avec ce qu'on pourrait potentiellement appeler la nature de Bouddha, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est pas ultra clair. Mais vraiment, si on se base sur la logique bouddhiste d'origine, on aurait tendance à dire que non, il n'y a pas d'essence à l'origine. Parce que si tu avais une naissance, pardon, pas une naissance, mais une essence, si tu avais une essence à l'origine de l'univers, ça veut dire que tu aurais un être qui est là, inchangeable, présent. En gros, tu aurais Dieu. C'est littéralement Dieu, en fait. C'est juste littéralement Dieu. Et le bouddhisme, du coup, ne reconnaît pas le concept de Dieu créateur. Voilà. Mais aussi, tout simplement, parce qu'en fait, le bouddhisme, à nouveau, n'a jamais été intéressé réellement par le concept de création du monde. Leur but n'est pas de développer une religion basée sur comment l'univers s'est créé. Leur but, c'est de créer une religion ou une philosophie, peu importe comme vous voulez le dire, mais une religion dont le but est de faire en sorte que les gens se libèrent de la souffrance.
Et c'est pour ça, et c'est un peu la parabole que Dagdeg avait souligné l'autre jour, hein, sur la parabole de la fameuse flèche empoisonnée, où quelqu'un se fait toucher par une flèche empoisonnée, il est en train de mourir, il y a un médecin qui arrive vers lui, et le médecin veut lui enlever la flèche et lui administrer un antidote. Et le malade dit non, non, mais je veux pas que vous m'enleviez la flèche et vous me donniez un antidote tant que vous m'avez pas dit d'où vient la flèche, qui l'a tirée, voilà, qui c'était que ce Gugus, de quelle famille il faisait partie, est-ce qu'il a mangé des crêpes avec du miel ce matin? Tant que vous m'aurez pas dit tout ça, vous la retirerez pas. Et en fait, pour le Bouddha, c'est un peu ce à quoi nous amène ce type de questionnement sur la création de l'univers. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement moyen de le savoir, et d'une certaine façon, c'est pas vraiment utile non plus. Leur but, c'est de se libérer de la souffrance. Et donc, pour revenir à ce concept de vacuité a aussi cet intérêt-là, c'est-à-dire le but, c'est de briser l'attachement aux choses et de montrer la non-dualité des choses, l'absence d'essence propre des choses. Et donc, par extension, hein, autant on applique ça à la tasse, mais en fait, on l'applique également à soi-même, cette absence d'essence propre. Et c'est beaucoup plus difficile à faire pour soi que c'est difficile à faire pour la tasse. La tasse, je peux assez vite comprendre qu'elle n'a pas une essence propre et que chacune des caractéristiques de la tasse peut, d'une certaine façon, s'évacuer dans la vacuité, puisque chacune de ces caractéristiques est l'enchaînement et la résultante d'une infinité de causes et de conditions, et qu'elle continue à interagir avec une infinité de causes et de conditions, ne serait-ce par le fait que je la tienne. Penser la même chose avec soi-même, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Voilà en gros l'idée. Mais du coup, effectivement, je ne vais pas rentrer dans cette discussion d'une potentielle essence de l'univers. Ça n'aurait pas vraiment de sens de discuter ça dans essence d'origine de l'univers. Ça n'aurait pas vraiment de sens de discuter de ça dans une optique bouddhiste. Si on discutait ça, je sais pas, dans une optique néoplatonicienne, par exemple, oui, il y aurait un sens à discuter de ça, à discuter de l'un, etc., etc. Mais si on reste vraiment dans le cadre pur du bouddhisme dans lequel on est là, on va pas discuter de ça. À l'occasion, ce serait intéressant de faire un truc sur le néoplatonisme. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai lu beaucoup de trucs dernièrement, et c'est vrai que c'est intéressant aussi. Mais voilà, il faut pas mélanger les systèmes philosophiques, sinon après c'est le bordel. Enfin, pas trop les mélanger. On peut s'amuser à les mélanger pour rigoler, mais il faut garder quand même un minimum de cohérence dans tout ça, quoi. Et Dagdag qui dit j'avais jamais vu cette histoire de flèche empoisonnée avec le prisme de la vacuité, c'est très intéressant. Ouais, ça peut être aussi une façon de le voir, ouais. Bah, comment est-ce que le principe de la vacuité peut servir, Badananan qui dit comment le principe de la vacuité peut servir à sortir de la suffisance. Tu veux dire par là le fait de... Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par le mot suffisance, que je sois bien clair par rapport à ce que tu dis pour juste ne pas l'interpréter mal et partir dans une tirade à côté. Juste tu me donner un peu plus de précision. Je vais commencer à lire en attendant, comme ça le temps que j'ai tes infos, ça je pourrais rebondir dessus. Donc, pourquoi je vous ai refait ce topo sur la vacuité? Parce qu'en fait, ce dont on va discuter aujourd'hui. Alors, attendez, par contre, j'ai ma caméra qui est buggée. Ah. Ah. Attendez 2 secondes. Parce qu'en fait, j'ai eu un bug d'affichage tout à l'heure. J'ai mon port USB qui a fait un bruit bizarre et je vois qu'en fait, ma caméra est figée ici. Attendez, je sais pas comment je peux l'enlever. Peut-être juste comme ça. Bougez pas. Bougez pas. La technique arrive. Alors, je vais faire des trucs, hein, ça va être bizarre. Mais est-ce que ça remarche ou pas? Ouais, c'est bon, super. La technique est revenue, c'est magique. Ok. Sortir de la souffrance. Mais en fait, ça fait pas. En fait, la vacuité par rapport à cette idée de souffrance, c'est justement le fait de se rendre compte de l'attachement qu'on peut avoir aux choses en croyant, et c'est une des bases du bouddhisme, hein, c'est cet attachement et ce désir pour les choses, en fait. Et cet attachement qu'on peut avoir pour les choses, qui est un attachement autant qu'on peut avoir à soi-même qu'on peut avoir envers les objets, c'est un attachement qui vient dans la croyance que ces objets, d'une certaine façon, ont une essence propre et ont une existence séparée du reste. C'est beaucoup ça l'attachement. C'est-à-dire, je me dis, regardez, c'est ma tasse. Déjà, il y a une notion de possession. C'est ma tasse. La vacuité peut déjà aider avec le concept de c'est ma tasse. Non, la tasse est une infinité de causes et de conditions qui l'ont amenée à l'existence. Tu ne la possèdes pas. Déjà de 1. Cette tasse, j'ai l'impression qu'elle a une existence séparée du reste. Ça aussi, c'est faux. Je m'y attache parce que regardez, c'est une belle tasse. Voilà, elle a toutes ces belles caractéristiques qui font que je m'y attache. Elle a un joli visage, etc. Le fait de se rappeler que c'est donc un élément qui est impermanent, qui est l'issue d'une infinité de causes et de conditions, peut aussi nous permettre de se dire, ben, effectivement, le jour où cette tasse se casse,
c'est pas si grave en soi, en fait. C'était juste une mise en bah, bon, voilà, c'est ça, la conséquence d'une infinité de causes et de conditions qui l'ont amené à l'existence et comme ces causes et ces conditions l'ont amené à l'existence, au bout d'un moment, elles vont, aussi l'amener à la destruction. Voilà et c'est en ça que ça peut aider le concept de vacuité, c'est de briser cet attachement justement à l'essence, cette croyance dans une essence propre et qui soit en plus séparée du reste, en fait. C'est ça. Par exemple, Dagdag qui dit: «C'est sûr qu'il faut que je partage la possession de mon miel avec toutes ces abeilles, les apiculteurs, les pucerons, Jean-Michel le livreur». C'est ça, en fait et c'est en ça que ça peut nous aider, en fait. C'est de voir vraiment ce concept de non-dualité dans les choses et du coup briser, d'une certaine façon, notre attachement aux objets tels quels. Voilà, c'est ça et comme dit Dagdag, du coup, ça fait que ce soit mon miel est moins flagrant. C'est ça. C'est ça. Donc tu vas, d'une certaine façon, moins avoir cet attachement en disant: «C'est mon miel». Non, là, tu profites de ce miel à l'heure actuelle, mais ce n'est pas ton miel. C'est une infinité de causes et de conditions qui ont amené à ce miel-là. Voilà. Alors, du coup, la technique étant revenue, on peut commencer à lire un petit peu. Donc, examen mental sur la non-obstruction entre le principe et le phénomène. Donc, pourquoi j'ai refait ce topo sur la vacuité, qui était le premier chapitre, et là on est sur le deuxième? Tout simplement parce qu'en fait, ce qu'on appelle le principe ici, c'est la vacuité. Voilà. Bon, pour simplifier, c'est le principe de vacuité. Voilà, comme ça, quand on lit principe, pensez vacuité. Voilà, comme ça, au moins, ce sera clair pour tout le monde. Le principe, c'est la vacuité. Les phénomènes, c'est l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler, au niveau un peu plus philosophique, le monde phénoménal. C'est-à-dire, en gros, c'est le monde tel qu'on le perçoit nous-mêmes actuellement, hein, le monde dans lequel il y a un Greg, il y a une tasse, il y a une caméra qui bug. Voilà, ça c'est le monde phénoménal. Donc on va justement discuter de ce lien entre le principe qu'est la vacuité et le monde phénoménal. Et donc on nous dit en un deuxième chapitre, l'examen mental sur la non-obstruction entre le principe et les phénomènes expose la fonte et la fusion, l'existence et la non-existence, la contrariété et la convergence du principe et des phénomènes, ce qui donne en tout 10 chefs. Donc en fait, on va analyser ce lien entre les phénomènes et les principes, enfin le principe et les phénomènes, sous 10 angles d'attaque différents. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Et vous voyez, on retrouve ici le chiffre 10, qui est un chiffre classique de l'école Kegon. On essaye en général dans l'école Kegon à Vatamsaka de faire tomber les choses sur le chiffre 10. Voilà, ça permet comme ça. C'est un classique un peu dans cette école. On l'avait déjà vu avec Nioé notamment, on en avait discuté. Le premier point, c'est la coextension du principe au phénomène. Donc le fait que donc le principe, la vacuité, s'étend au phénomène. En premier, la doctrine de la coextension du principe au phénomène. Le principe qui s'étend à tout est de par sa nature sans limite. Les phénomènes auxquels il s'étend comportent délimitation et distinction. Dans chacun des phénomènes, le principe est coextensif de façon intégrale et non pas partielle. Quelles en sont les raisons? Le principe authentique étant indivisible, chaque atome, le plus infime soit-il, incorpore le principe authentique illimité de façon parfaite et suffisante. Un peu technique, ce qu'on nous dit ici. On va partir du plus simple vers le plus compliqué. La tasse, elle a une existence. Dans le monde phénoménal, c'est-à-dire le monde tel qu'on le perçoit nous-mêmes en tant que gugus normaux avec notre vision habituelle, et notre toucher, nos sens, etc., cette tasse, elle a une existence propre. Et ce qui est, comme ils le disent ici, elle est donc caractérisée de par son existence, elle est caractérisée par des délimitations et des distinctions. C'est-à-dire que là, si je prends cette tasse telle qu'elle m'apparaît là, effectivement, elle a une forme, voilà, une forme relativement ronde. Elle a je peux délimiter l'endroit où commence la tasse et l'endroit où s'arrête la tasse, dans le monde phénoménal. Je vois aussi qu'elle a un certain nombre de caractéristiques. Elle a une couleur qui est verte, mais qui du coup n'est pas jaune. Donc elle est délimitée aussi par sa couleur. Elle est délimitée par sa forme, etc., etc. Par sa hauteur, sa taille, etc. Donc ça, c'est le monde phénoménal qui est caractérisé par le fait d'avoir du coup effectivement des dimensions, un poids, et donc d'être bien délimité par rapport au reste. Dans le principe de vacuité, on a l'opposition par rapport à ça. Le principe de vacuité, c'est justement le fait de voir dans cette tasse-là une infinité de causes et de conditions. Puisque, du coup, cette vacuité est caractérisée par la non-dualité, par cette infinité de causes et de conditions,
on ne peut pas réellement délimiter ce principe de vacuité, puisqu'il intègre tout, toute l'entièreté des phénomènes, de l'entièreté du coup des causes et des conditions qui ont amené à la tasse. Il n'a pas vraiment de limite en soi. Donc on dit le principe est limité, la tasse est limitée, la vacuité est illimitée. Et ce qu'on nous explique ici dans la coextension du principe au phénomène, eh bien c'est le fait que cette vacuité qui du coup comprend l'entièreté des causes et des conditions, qui est donc caractérisée par le concept de non-dualité, cette vacuité, eh bien en fait, elle va se retrouver tout entière dans chacun, non seulement des éléments de la tasse, mais même on peut aller jusqu'à chacun des atomes de la tasse, puisqu'en réalité, toute cette tasse physique, mais même jusqu'à chacun des atomes de cette tasse, est effectivement issue d'une infinité de causes et de conditions que forme la vacuité. Donc au final, chacun de ces atomes comporte l'entièreté des causes et des conditions, d'une certaine façon, de l'univers. Alors là, je vais aller un peu plus loin par rapport à ça pour vous faire comprendre d'une façon imagée. À nouveau, là, je vous le décris d'une façon intellectuelle, ce sont aussi des concepts qui, normalement, doivent être abordés sous forme de méditation. Je vous donne un exemple. Et je vais partir sur l'idée d'un grain de sable parce que c'est plus simple, c'est plus petit. Mais vous pourrez appliquer ça à un atome, peu importe, c'est la même chose. Appliquons ça à un grain de sable. Le grain de sable qui est posé sur la surface de Mars. Ce grain de sable, suivant la logique de l'Avatamsaka, la logique Kegon, contient en lui-même l'entièreté des causes et des conditions de l'univers. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous enleviez ce grain de sable de la surface de Mars, si vous le faisiez disparaître de l'existence, alors toutes les causes et les conditions qui ont amené à la création de ce grain de sable tomberaient comme des dominos. Parce que si vous l'enlevez de l'existence, vous devez enlever ce qu'il a causé, et ce qui a causé sa cause, et ce qui a causé sa cause, et ce qui a causé sa cause. Et en enlevant au fur et à mesure ces causes qui ont amené jusqu'à la création du grain de sable, en fait, vous faites tomber l'entièreté de la pyramide causale qui ont amené à sa création. Et puisque à un moment, chacune de ces causes a eu non seulement un impact sur le grain de sable, mais sur d'autres choses, en fait, vous faites tomber l'entièreté de la pyramide causale de l'univers si vous faites disparaître ce grain de sable. Si vraiment vous l'enlevez de l'existence, ça veut dire que vous enlevez sa cause, et la cause de la cause, et la cause de la cause, et la cause de la cause. Mais à un moment, cette cause, elle a eu des embranchements sur d'autres causes, donc vous enlevez aussi ça, vu que vous avez enlevé la cause. Tac, 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 tac. Et donc, en fait, vous faites tomber comme une espèce de château de cartes qui s'écroule en enlevant, en fait, si vous enlevez le grain de sable, c'est comme si, sur un énorme château de cartes, vous enleviez une petite carte en bas, t'as tout l'édifice qui s'écroule. Ah bah, moi je suis dans la philosophie Kegon, hein, je suis désolé. Hein. On avait à peu près la capacité de suivre et tu commences à nous raconter que tout l'univers est dans un grain de sable. Bah là, c'est le fou du bus. Hein. Là, on passe en mode fou du bus, mais la philosophie Kegon est une philosophie un peu de fou du bus en vrai. Hein. C'est le mec dans le bus qui fait l'univers, il est tient dans un grain de sable. Tu veux savoir pourquoi, gamin? Et tu peux pas dire non au mec qui te raconte ça parce que tu sais qu'il est fou. T'as peur. Du coup, tu vas écouter son histoire jusqu'au bout. Vous êtes mes otages. Voilà cette idée. Et donc, pour cette raison, effectivement, un grain de sable, du coup, par rapport, si on revient à ce concept de vacuité, hein, qui est du coup cet enchaînement de causes et des conditions, cette espèce de pyramide causale que je vous ai décrite, ce grain de sable-là contient donc l'entièreté de la vacuité. Et c'est valable également, du coup, pour un atome ou ce que vous voulez. J'ai pris un grain de sable exprès pour vous donner une appréciation du côté petit, peut-être en opposition à la tasse qui peut paraître un petit peu gros, et surtout la tasse qui paraît composée, en fait. Mais la tasse, elle est composée également d'une infinité d'atomes, elle est composée d'une matière, etc. Et typiquement, on peut appliquer exactement le même raisonnement. Donc c'est ça, en fait, la coextension du principe au phénomène, c'est le fait que l'entièreté de la vacuité, l'entièreté de ce concept de vacuité, qui est donc l'entièreté des causes et des conditions, peuvent tenir d'une certaine façon dans un atome, tout simplement parce qu'un atome, s'il est à l'endroit où il est actuel, est la résultante de l'infinité des causes et des conditions qui y ont amené. C'est le gars qui prend le micro et que t'es obligé d'écouter. C'est ça, c'est ça. Tu vois la fourchette, si tu la fais disparaître, tu disparais aussi. Tu es la fourchette, nous sommes tous la fourchette. C'est ça, et c'est exactement ça. Exactement. Donc ça, c'était le premier point. La coextension du principe, du principe au phénomène. Donc ça, si je vous le relis, hein, du coup, le principe qui s'étend à tout est, de par sa nature, sans limite.
Les phénomènes auxquels il s'étend comportent, eux, des délimitations et des distinctions. Dans chacun des phénomènes, le principe est coextensif de façon intégrale et non pas partielle. Pour quelle raison? Parce que le principe authentique étant indivisible, chaque atome, le plus infime soit-il, incorpore le principe authentique illimité de façon parfaite et suffisante. Voilà. Numéro 2. L'extension des phénomènes au principe. Donc là, on avait vu l'extension du principe au phénomène. Là, on voit l'extension des phénomènes au principe. En second, la doctrine de l'extension des phénomènes au principe se dit du fait que les phénomènes coextensifs comportent des délimitations, tandis que le principe objet de la coextension n'est en aucun cas délimité. Cependant, les phénomènes délimités sont identiques au principe indivisible d'une façon intégrale et non pas partielle. Quelle en est la raison? Les phénomènes étant insubstantiels sont en dernière instance tel le principe. Aussi bien un atome s'étend-il sans s'autodétruire à la sphère de la loi. Ce qui est vrai d'un atome vaut également pour toutes les entités. Il importe d'appliquer son attention sur ce point. Ce principe de la coextension totale transcende le sens commun et est hors de la vue. Il est impossible d'en donner une image à l'aide de métaphores mondaines. Alors, peut-être avec le grain de sable. Cependant, si l'on tente malgré tout une comparaison, il est comme l'océan entier est un, qui ne se rapetisse pas tout en étant englobé par une seule vague, et comme une minuscule vague qui ne grossit pas en s'étendant à l'océan. L'océan ne se diversifie pas tout en étant simultanément présent en son entier à toutes les vagues, et toutes les vagues ne deviennent pas une en s'étendant chacune simultanément à l'océan. De plus, lorsque l'océan est présent en son entier dans une vague, cela ne l'empêche pas d'être également tel quel, entièrement présent à toutes les autres vagues. Et lorsqu'une vague s'étend entièrement à l'océan, les autres vagues s'étendent à leur tour entièrement à celui-ci. Sans qu'il y ait obstruction réciproque entre elles, il importe d'appliquer son esprit sur ce point. Alors, je vais finir juste ce chapitre 2. Quoique non, parce qu'après ça va être chiant. Il va falloir que j'explique un peu après. Donc, on peut essayer de revenir un peu là-dessus. Donc là, c'est cette idée de la coextension, du coup, des phénomènes au principe. Au final, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. En fait, la coextension des phénomènes au principe, eh bien, c'est tout simplement le fait que, malgré leur apparence séparée, leur apparence d'existence telle quelle, indépendante, etc., en fait, chaque élément de la tasse peut se ramener effectivement au concept de la vacuité, tout simplement, puisque la vacuité, c'est l'analyse de chacun de ces phénomènes, enfin, c'est si on analyse chacun de ces phénomènes, la découverte que, eh bien, il est la résultante de cette infinité de causes et de conditions. Donc, concrètement, c'est globalement ça, hein, cette idée-là. C'est-à-dire, comme il le dit ici, hein, c'est cette phrase qui est importante, c'est quelle en est la raison? Les phénomènes étant insubstantiels, donc le fait que malgré l'apparence des phénomènes, leur existence, ils n'ont pas d'essence, ils n'ont pas de substance, ils sont insubstantiels. Donc les phénomènes étant insubstantiels sont en dernière instance tel le principe. C'est-à-dire si on les analyse, on se rend compte effectivement que chacun des éléments physiques de la tasse eh bien, se ramène à la vacuité quand on le décompose. Il se ramène à une infinité de causes et de conditions. Et il n'est pas séparé du reste. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Et il va après utiliser une métaphore qui est une métaphore assez classique, qui est la métaphore de l'océan et des vagues, où l'océan représente le principe de la vacuité et les vagues représentent du coup les phénomènes, en disant que du coup chaque vague, d'une certaine façon, n'est pas séparée de l'océan, chaque vague contient d'une certaine façon l'entièreté de l'océan, chacune des vagues séparément contient l'entièreté de l'océan, elle n'est pas séparée de cette base complète qu'est l'océan. Donc chacune des vagues entre elles contient l'entièreté de l'océan. Pourtant, les vagues restent des vagues. L'océan, d'une certaine façon, reste de l'océan. Mais en fait, ce sont tout simplement... et c'est là où c'est important de bien comprendre, et c'est pour ça que je trouve cette métaphore intéressante, bien comprendre ce concept de vacuité, c'est que la vacuité, à nouveau, n'est pas différente des phénomènes. Ce n'est pas... n'est pas fondamentalement différente des phénomènes. Au même titre que l'océan, on ne peut pas séparer l'océan et les vagues. Les vagues contiennent de l'océan et l'océan génère les vagues, mais ça reste en fait d'une certaine façon deux façons différentes de voir la même chose, parce qu'on va focaliser son attention sur les vagues ou sur l'océan, on va le voir d'une façon ou d'une autre. Alors que là, c'est la même chose globalement avec ce concept de vacuité en fait. Donc voilà, la métaphore de l'océan, elle peut être intéressante pour comprendre vraiment le fait que malgré cette apparence,
On ne parle pas réellement de 2 choses différentes. On parle en fait juste de 2 façons de voir les choses. Une qui étant, sur la métaphore, celle des vagues, ou dans mon cas, celle de la tasse, qui est du coup l'apparence physique, l'existence telle qu'elle est perçue, et l'autre qui étant le principe de vacuité, qui est cette infinité de causes et de conditions, qui est le support d'une certaine façon, hein, on le disait dans le chapitre d'avant, cette vacuité est le support du sensible, le support des phénomènes, dans le sens où les phénomènes tels qu'ils nous apparaissent maintenant sont la résultante de cette infinité de causes et de conditions, et donc s'appuie sur ce principe de vacuité pour nous apparaître temporairement comme étant un objet séparé. Voilà à peu près cette idée derrière. Et après, il pose une question qui est assez intéressante, qui est question. Si le principe, donc la vacuité, est entièrement présent dans un atome, pourquoi n'est-il pas aussi minuscule que lui? S'il n'est pas en se faisant aussi minuscule que l'atome, comment pouvez-vous soutenir qu'il est en son être entier présent dans l'atome? En outre, si un atome s'étend intégralement à la nature du principe, pourquoi n'est-il pas aussi immense que lui? S'il n'est pas en se faisant aussi immense que lui, comment pourra-t-il s'étendre en son entier à la nature du principe? Vous entrez en contradiction avec vous-même et soutenez des thèses au plus haut point incompatibles entre elles. Donc ça, c'est un peu la question résultante des 2 premiers points qu'il a abordés, hein. C'est cette idée, le premier, c'est donc la coextension du principe au phénomène, c'est-à-dire que l'entièreté de la vacuité peut rentrer dans un atome, et l'autre qui était la coextension des phénomènes au principe, c'est-à-dire qu'un atome peut s'étendre d'une certaine façon à la vacuité. En réalité, vous voyez bien que c'est le même point, hein, c'est que concrètement, la vacuité rentre dans l'atome s'étend à la vacuité, c'est la même chose. Concrètement, c'est la même chose. Mais du coup, vous voyez bien qu'il y a une problématique de grandeur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu prendre l'exemple du grain de sable en disant, je vous prends un exemple petit parce qu'un atome, c'est peut-être un peu bizarre à visualiser. Un grain de sable, on peut le visualiser, on peut comprendre. Dire que un grain de sable contient l'entièreté de l'univers, c'est-à-dire que d'une certaine façon, l'entièreté des causes et des conditions de l'univers rentre dans un grain de sable, ou que le grain de sable s'étend à l'entièreté de l'univers, qui était ma parole de Foulibus, ça paraît avoir des problématiques en termes de grandeur. Donc c'est là la question qui est posée ici. Donc la réponse qui est apportée, c'est le principe et les phénomènes sont en vis-à-vis l'un de l'autre, sans être respectivement ni identiques ni différents. C'est la raison pour laquelle ils sont en mesure de s'envelopper entièrement l'un l'autre, sans pour autant porter atteinte à leur état originel. Tout simplement parce que, en fait, il est question ici de 2 choses différentes. Quand on dit qu'ils sont identiques et différents, en fait, vous voyez bien que entre la réalité physique phénoménale telle qu'elle nous est perçue et le principe de la vacuité qui est du coup un enchaînement de causes et de conditions, on a une sorte de presque de différence, c'est presque on va dire ontologique entre les deux. On ne parle pas de la même forme de choses. Il y en a un qui est un concept d'une certaine façon, et l'autre qui est vraiment un élément physique présent tel quel. Il y a et c'est pour ça que du coup l'un peut s'appliquer à l'autre au même titre que du coup on avait cette idée par rapport aux vagues. Ils sont d'une certaine façon similaires dans le sens où à nouveau la vacuité n'est que l'entièreté des causes et des conditions qui amènent à un élément physique. Mais vous voyez bien que finalement on ne parle pas d'une même forme de réalité. En fait, c'est la même réalité d'une certaine façon, mais vue sous 2 angles différents. Voilà, peut-être ça. Ou 2 façons de comprendre la même réalité. Voilà. L'avant-vacuité, demande Madadandan, c'est quoi? Bah du coup, il n'y a pas d'avant-vacuité. Il n'y a pas d'avant-vacuité. En fait, tu as 2 possibilités à nouveau, hein. C'est soit tu pars du principe que tu ne te poses pas la question par rapport à ça et qu'en fait, la vacuité étant l'entièreté des causes et des conditions, tu le prends tel quel, c'est-à-dire que c'est une régression à l'infini, à l'infini, vraiment à l'infini, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, sans chercher une cause initiale, parce qu'à nouveau, le Bouddha ne s'intéresse pas à la cause initiale, vu que savoir la cause initiale n'aidera pas à résoudre la souffrance, en fait. Ou alors, tu acceptes qu'il y a une cause initiale à la vacuité, et à ce moment-là, bah, tu retombes forcément dans une forme potentielle, soit d'aspect scientifique en disant ben, c'est le Big Bang, mais ça pose toujours des questions du qu'est-ce qu'il y a avant, pendant, dans le Big Bang, c'est une autre problématique. Ou alors tu arrives à des conceptions plus déistes des choses, où tu te dis bah, du coup, il y a une nécessité d'une cause première à ça, et cette cause première, c'est Dieu. Voilà. Dans ces cas-là, ça veut dire que Dieu et la vacuité
enfin Dieu est à l'origine des causes et des conditions, Dieu est d'une certaine façon la vacuité. Et sous cette façon-là, par contre, ça t'amène forcément à une vision assez particulière de la religion, qui est que du coup Dieu est présent dans tous les phénomènes. Ça, c'est si tu suis la logique dans l'autre sens. Parce que du coup, si tu redescends des phénomènes via la vacuité, si tu redescends des phénomènes jusqu'à Dieu, et que derrière tu refais le trajet inverse, à ce moment-là, tu es obligé de conclure que Dieu est présent entièrement dans l'infinité de tous les phénomènes. Ce qui est une vision vision religieuse qui est tenable, mais qui n'est pas la vision religieuse d'absolument tout le monde. Dieu est coextensif au phénomène, en fait. C'est ça, ce serait ça la conclusion logique du truc. Dieu est coextensif au phénomène. Donc Dieu est partout dans la nature, dans chaque phénomène, dans chaque atome. Dieu est et pas non seulement partout, mais il est entièrement présent. Voilà. Voilà. C'est ça. Et Madame Ananan qui dit connaître la cause première guérit pourtant en médecine. Oui, mais sauf que là, c'est de la spéculation qu'on va faire, en fait. Le problème, c'est qu'on ne saura pas. Et ça va pas nous aider, du coup. Parce que c'est de la pure spéculation, en fait. Le fait que je dise que cette tasse est issue d'une infinité de causes et de conditions, c'est un fait. Là, pour le coup, on aura beau essayer de me prouver le contraire, on va pas y arriver. Me dire que il y a une cause ou qu'il y en a pas, parce qu'en fait, c'est ça la question, hein, c'est est-ce que, au final, on en arrive toujours à cette discussion de est-ce qu'il y a une cause initiale, genre the cause. Et encore, c'est toujours un même problème, c'est que une cause initiale, peut-être, mais c'est d'un point de vue, et c'est un classique de la théologie, mais ça pose toujours un problème. Même la cause initiale pose un problème. Parce que la cause initiale, qu'est-ce qui l'a fait sortir? Si tu pars d'une cause initiale, alors je vais digresser un peu, mais si tu pars d'une cause initiale, il y a un avant cette cause et il y a un après cette cause. Et qu'est-ce qui fait que cette cause initiale rentre en jeu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu passerais... Je vais prendre l'image de Dieu parce que c'est plus simple à comprendre, parce que c'est plus clair et plus facile à visualiser. Qu'est-ce qui ferait que tu passerais d'un Dieu passif, c'est-à-dire un élément qui a toujours été présent, qui n'a pas de cause en lui-même, qui déjà est problématique, hein, parce que du coup on a quelque chose qui est là mais qui n'a pas de cause, et qui pour une raison ou une autre sort de sa passivité pour générer une première cause qui va générer quelque chose. Et du coup, le fait de passer à passivité à la première cause, il y a dû avoir quelque chose qui a mis en branle, qui a mis en action ce Dieu, cette cause. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose qui est en Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est séparé de Dieu? Et en fait, du coup, tu te retrouves à faire des spéculations théologiques qui n'ont pas vraiment d'intérêt, en fait. Enfin, pas vraiment d'intérêt. Qui sont intéressantes d'un point de vue intellectuel, hein, je dis pas, c'est toujours intéressant et amusant de réfléchir à ce genre de choses, mais d'un point de vue de la gestion de la problématique de ta souffrance, ça t'aide pas, parce qu'en fait, à un moment, tu vas trancher arbitrairement sur une façon. Tu vas dire, bah, effectivement, c'est Dieu qui, de par sa propre volonté, s'est mis en action, par exemple. Ou alors, en fait, c'est pas un Dieu, c'était juste quelque chose est apparu là où rien n'est apparu, pour une raison obscure, voilà, etc., etc. En fait, tout ça ne va pas t'aider à résoudre tes problèmes, parce qu'en fait, ce n'est que de la pure spéculation. Là où, de base, cette idée de vacuité est censée être vraiment une idée de logique, en fait, en disant, effectivement, là, si je prends un livre, bah oui, effectivement, ce que je perçois comme étant un objet séparé, la quantité impressionnante de causes et de conditions qui ont amené à la création de cet objet-là, c'est un fait. Le livre n'a pas popé, n'est pas apparu comme ça dans l'existence, indépendamment du reste. Et il n'existe pas dans une espèce de vacuum séparé du reste non plus. Voilà. Voilà. En gros, voilà. C'est là où je voulais en venir, hein, par rapport à cette, au pourquoi c'est pas utile, en fait. Pourquoi c'est pas utile de savoir ça. Et après, voilà. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant, juste pour finir avec ça dans ma digression, c'est que au final, c'est ce qui a donné tous ces mythes de création différents, qui sont tous honnêtement très intéressants, hein, parce que c'est une problématique classique de pourquoi est-ce que Dieu, si on parle du principe de Dieu, hein, pourquoi est-ce que Dieu, qui serait du coup, le concept de Dieu, c'est qu'il est censé être omniprésent et omnipotent, et surtout, il est censé avoir comment être autosuffisant, voilà. Il est censé être autosuffisant. Dieu, en fait, de base, il est censé être autosuffisant. Il est là, il est présent partout, tout le temps, et il est seul, et voilà.
Et pourquoi est-ce que du coup cette entité choisirait à un moment de sortir de sa passivité pour créer quelque chose? Et déjà, le simple fait d'avoir un choix est déjà une cause. Avant même qu'il cause quelque chose, le choix qu'il crée quelque chose est déjà d'une certaine façon une cause. Et après, voilà, tu peux avoir plein de réponses différentes. Si tu prends l'exemple du néoplatonisme, où là, du coup, c'est pas vraiment un dieu, mais c'est le concept de l'un, donc l'unité de toute chose. Cet un qui est donc l'unité de toute chose, qui contient tout en elle-même et qui est autosuffisante, de par sa puissance, a une puissance qui est tellement importante que, d'une certaine façon, sans le désirer et sans le vouloir, elle rayonne autour d'elle, de par sa puissance, et ce rayonnement va créer autour d'elle le monde intelligible, qui, lui, va se retourner vers l'un et commencer du coup à avoir un intellect et à créer les concepts parfaits. Et lui-même va avoir une puissance autour de lui qui va déborder et qui va créer l'âme, qui elle-même va créer les corps, etc. Donc il y a une logique, par exemple, d'émanation comme ça dans le néoplatonisme, mais chaque religion a un peu son mythe créateur par rapport à ça, mais pas le bouddhisme en fait, pas le bouddhisme. Et pour ça que nous, en fait, tu dis la logique a ses limites puisqu'elle a une fin, bah du coup, alors si tu parles d'une fin en termes de régression, bah pas forcément en fait. On peut aussi accepter le concept d'une régression à l'infini, d'une infinité, d'infinité, d'infinité de causes et de conditions. Parce qu'à nouveau, hein, le bouddhisme, quand il parle du temps, ils sont sur des visions du temps qui n'ont rien à voir avec les nôtres. C'est des visions qui sont infinies. D'ailleurs, il y avait même un passage comme ça, on avait rigolé, mais on l'avait lu il y a longtemps, dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec Sudana, qui est une partie justement de l'Avatamsaka, une partie du Kegonkyo. Il y a un passage justement sur un bodhisattva où son activité de bodhisattva, son kiff, c'est de compter des grains de sable. Et en fait, il compte des grains de sable et il crée des nombres de plus en plus grands. Et qui deviennent à la fin des nombres qui sont juste complètement démentiels, qui sont des nombres inventés, hein, qui dépassent les milliards de milliards ou milliards de milliards de milliards de milliards, etc. Et en fait, tout ça, ça permet de rendre compte de l'infinité telle que le perçoivent les bouddhistes, en fait. C'est pas une infinité où on parle de 1000, 2000, 3000 ans. Salut Sklenarik, hello, hello, merci pour ton follow. C'est pas une infinité de ce sens-là, c'est quelque chose qui dépasse entièrement ça. Ils ont des conceptions du temps qui n'ont aucun sens. Quand on lit, alors je ferais juste que je vous retrouve, je fais des digressions, mais c'est intéressant, ça permet de bien comprendre tout ça. Hein. Attends, je voulais retrouver un kalpa, métaphore, alors attends. Qu'est-ce qu'un kalpa? Alors, il y avait une description par rapport à des périodes cosmiques. J'essaie de voir si je peux vous la retrouver. Je les ai pas cherchées là. Je veux juste des descriptions de comment est-ce qu'il redonne un peu cette idée. Ah, combien de temps dure un kalpa? Tac. Alors. Bon, après, il y a plein de kalpas différents. Hein, voilà. En fait, on parle de cycle d'extension et de contraction cosmique. On en est à ce niveau-là, en fait. C'est ça. Donc globalement, hein, on parle vraiment de durées qui sont des durées infinies. Par exemple, on va vous dire, imaginez par exemple, il y a une déesse qui vient, alors j'ai plus c'est ça que je cherchais, mais j'ai plus la citation exacte, mais imaginez, il y a une déesse qui vient tous les 1000 ans et qui frotte un rocher ou une montagne avec son vêtement en soie. Et en fait, il y a certaines conceptions du temps dans le bouddhisme qui disent, bah en fait, c'est par exemple le temps qu'il faut pour qu'elle ait entièrement érodé la montagne. Voilà. Alors en fait, on part sur des notions de temps qui dépassent entièrement même le milliard d'années tel que nous, on peut le concevoir, en fait. C'est ça. Bah du coup, mais c'est pareil, en fait, c'est à l'infini jusqu'à l'avant-vacuité, ou Tomoyo qui dit « Mais est-ce que l'avant-vacuité ne serait pas aussi la vacuité ?» Bah en fait, c'est ça le truc, c'est que si tu parles d'infini jusqu'à l'avant-vacuité, ça veut dire qu'à un moment, tu poses une cause initiale. Et la question, c'est est-ce que tu peux poser une cause initiale? Ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas de cause initiale? Que tu remontes et que tu remontes et que tu remontes et que tu remontes. Parce qu'à nouveau, moi, je suis toujours de ces gens pour lesquels le concept de Dieu est un problème, parce que Dieu est une mauvaise réponse. Je suis désolé, je vais le dire. Je vais dire ce que je pense. Je vais mettre ma unpopular opinion du jour. Dieu est une mauvaise réponse au concept de cause initiale. Parce que les gens vous disent « Oui, mais il y a une cause initiale, c'est Dieu ». Je suis désolé, mais moi, ma première question, c'est qu'est-ce qu'a créé Dieu? En fait, c'est le même principe qu'avec les grues. Alors, là, je suis le fou du fils, c'est parti. Les grues.
Vous voyez bien que pour construire des immeubles, il faut des grues. Mais à un moment, pour construire une grue, il a bien fallu une grue pour amener les éléments de la grue en haut de la grue. Donc il a bien dû avoir une grue initiale quelque part. Quelle est la mère de toutes les grues? La grue initiale, la mère de toutes les grues. Mais elle aussi, elle a dû être causée quelque part. Donc on revient à l'infini sur les grues, et peut-être qu'il y a toujours eu des grues de plus en plus grandes. Donc on a fini par en perdre la trace. Pardon. Je suis parti de Dieu jusque sur les grues. Mais en fait, vous voyez l'idée, c'est qu'en fait, ce Dieu, pour moi, est toujours une mauvaise réponse à cette question, parce que on vous dit, bah, c'est un peu le... En fait, Dieu, quand les gens parlent de régression à l'infini et de causalité, Dieu, c'est la réponse du ta gueule, c'est magique. Voilà. C'est-à-dire, à un moment, tu arrêtes l'argument en disant parce que Dieu. Parce que Dieu, il est là, et c'est la cause initiale. Ah, je suis désolé. C'est pas très satisfaisant comme réponse. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas satisfaisant pour moi une réponse comme ça. Parce que j'ai envie de dire, bah, du coup, qu'est-ce qu'a créé Dieu? Parce que Dieu, mais je dis, oui, il a toujours été là. Bah, je sais pas. Bizarre, non? Je sais pas. Ça me paraît pas plus ou pas moins bizarre. Enfin, d'une certaine façon, ça me paraît pas plus cohérent que de parler d'une régression à l'infini, en fait. Donc, d'une certaine façon, et le tour du voilà, et le tour d'usinage, tu le fabriques avec un tour d'usinage. Voilà, non mais c'est ça, Dag, c'est ça, c'est l'infini. Ouais, mais c'est ça. En fait, pour moi, vraiment le concept de enfin, s'en remettre à une cause initiale qui est Dieu pour arrêter ce concept de régression à l'infini, bon, c'est juste du ta gueule, c'est magique. Voilà. Parce qu'à un moment, parce que voilà. Voilà. C'est vraiment le parce que Dieu. Voilà. Parce que c'est magique. Voilà, comme ça. Il est là, il est posé. Et je suis désolé, mais c'est le même principe avec une idée de cause initiale. C'est qu'à un moment, qu'est-ce qui est la cause de la cause initiale? Les gens, ils disent le Big Bang. Bah, c'est bien, Joe. Mais ça veut dire qu'à un moment, il n'y avait pas l'existence et après, il y a l'existence? Ah, je sais pas, hein. Peut-être, hein, mais qu'est-ce... Parce que si tu te dis avant, il n'y a pas l'existence, après, il y a l'existence. Quel est l'élément, le déclencheur? Il faut un déclencheur. Quel est le déclencheur qui te fait passer de l'inexistence à l'existence? Et s'il y a un déclencheur, j'ai du mal à imaginer qu'un déclencheur n'est pas déclenché par quelque chose à un moment. Ça veut dire que le déclencheur a popé du néant lui également, mais qu'est-ce qui a fait créer... Enfin, vous voyez en fait le problème qu'on a avec ça, c'est qu'on en arrive sur des spéculations qui n'amènent à rien. Parce que il n'y a pas d'explication à ça. Et parce qu'au final, vu qu'il n'y a pas d'explication et que probablement s'il y en a une, on n'est même pas capable potentiellement de la comprendre en tant qu'être humain, on s'en retrouve à faire des spéculations qui n'ont pas d'intérêt. Voilà, tout simplement. On finit par poser des trucs, on va créer des belles histoires, c'est très bien, hein, je veux dire, que ce soit le Big... Je dis pas que c'est faux, hein, mais je veux dire, on va créer, autant d'un point de vue scientifique, on va créer des narratifs, peut-être pour expliquer plutôt l'histoire, parce que l'histoire, les gens vont dire que c'est faux. On va créer des narratifs, autant au niveau scientifique que religieux, pour expliquer tout ça. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà en gros où je suis avec ça. Donc, ce qui du coup ne remet pas du tout en cause ce concept de vacuité au final. C'est juste que voilà, avec ce concept de vacuité, on dit juste la tasse contient l'entièreté des causes et des conditions qui ont amené à sa création, et que vu que ces entièretés de causes et de conditions remontent à l'infini, mais que chacune de ces causes et conditions peut avoir aussi eu d'autres conséquences que juste la tasse, eh bien, en fait, d'une certaine façon, on part de la tasse, c'est la tasse, on développe les conditions comme ça à l'infini, mais également derrière, en faisant la remontée inverse, on repart dans ce sens-là, en recréant l'entièreté du reste, et donc on en arrive à ce concept que la tasse contient l'entièreté de l'univers et qu'elle est non-duelle avec le reste du monde. Voilà. Et voilà, c'est Amandine, c'est le même principe. Si tu parles des extraterrestres, c'est exactement ce que dit Amandine, hein, et du coup, les extraterrestres qui les a créés, etc., etc., etc. Et c'est pour ça, vraiment, le Bouddha, là-dessus, il a été smart. Hein. Il a dit, écoutez, les gars, on n'en sait rien. On peut pas le savoir. Donc, en fait, autant pas se prendre la tête avec ça et rester concentré sur ce qu'on peut savoir. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Il y a la souffrance. Quelle est la cause de la souffrance? C'est l'attachement. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cet attachement aux choses, de cette croyance erronée dans le fait que les choses sont des choses qui sont indépendantes des causes et des conditions, qui sont indépendantes du passage du temps, qui sont donc permanentes, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cette souffrance-là? Et est-ce que le fait de... et sachant que voilà, on ne pourra pas savoir s'il y a un Dieu, s'il n'y a pas de Dieu, etc. etc. C'est pour ça que c'est des questions vraiment auxquelles il n'a pas répondu, en fait. Mais c'est un point qui est toujours intéressant à discuter. Hein.
Voilà. Raël pourrait nous éclairer. Le bon vieux Raël, là. Ouais. Et voilà, voilà, voilà. Après, moi, comme je dis, hein, je suis très friand hein, de ce genre de mythes, des mythes de création. Comme je dis, bah là, j'ai passé beaucoup de temps à étudier, à lire pas mal de textes de Plotin, par exemple. C'était fun, hein, j'ai passé un très bon moment. C'est très intéressant intellectuellement, parce que de voir comment est-ce que, par exemple, Plotin construit ce qu'il va appeler cette procession de l'un jusqu'aux êtres physiques, c'est hyper intéressant. Et c'est intellectuellement, il y a des belles choses aussi dedans. Euh, mais voilà, ça reste du fun intellectuel. C'est du fun intellectuel, d'une certaine façon. C'est bien le fun intellectuel, hein, ça évite qu'on ça évite qu'on ait un Alzheimer trop précoce, hein, faire réfléchir son petit cerveau, hein. C'est bien, c'est bien. Je crache pas dessus du tout, au contraire, hein. Moi je passe beaucoup de temps à faire ça, ça m'amuse. Mais voilà. Ah, attendez, j'accepte s'il y avait un mot ban, forcément. C'est le mot sexe et ban hein, sur Twitch, vous le saurez de base pour éviter que les gens écrivent voilà. Voilà. Ok, je vais continuer un petit peu du coup, parce que je suis parti dans un tunnelos. Bah, de toute façon, c'était sûr hein, que j'allais tunneler. C'est un topic, c'est un sujet qui est absolument propice à la tunnelisation. Hein, et je vois pas beaucoup de sujets plus propices à tunneliser que ce genre de choses, parce que ça, je repars sur un tunnel expliquant, mais ça tape aussi sur des choses qui sont ancrées profondément en nous, la croyance ou pas en Dieu, l'intérêt de Dieu, etc., les causes premières, ce besoin qu'on a, et ça, c'est un besoin, je vais pas réussir à avancer, c'est pas grave, c'est un besoin qu'on a en tant qu'être humain, le besoin, cette envie de connaître la cause première des choses. C'est intéressant en fait, parce que ça démontre à nouveau un besoin de contrôle qu'on a. C'est parce qu'on se dit, si je suis capable de remonter à la cause première, alors j'ai le contrôle d'une certaine façon sur les choses. Je sais d'où les choses viennent. On a cette envie de connaître la cause première des choses, en fait. C'est intéressant parce que pourquoi est-ce qu'on en a envie à nouveau hein. Pourquoi est-ce qu'on a envie pourquoi est-ce qu'on aurait. En fait, c'est plus que pourquoi est-ce qu'on en a envie, c'est pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin, en fait. Pourquoi on aurait besoin de connaître la cause première des choses, en fait. C'est intéressant aussi comme réflexion. Je vous laisse avec ça. La réflexion. Alors, et donc, il disait hein, par rapport à cette histoire, là je suis parti très loin, mais donc cette histoire du coup de comment est-ce qu'un atome peut contenir l'entièreté de la vacuité et comment est-ce que la vacuité peut être présente dans tous les atomes. Voilà, tout simplement, c'est suite à ça, on ne parle pas d'une certaine façon, on ne parle pas de même réalité d'un ordre ontologique, on ne parle pas de même nature d'être. En fait, ce sont deux façons de voir la même réalité sous un angle différent, en fait, mais qui n'est pas, du coup, qui ne s'obstrue pas l'un avec l'autre. Je pense que vous l'avez quand même déjà à peu près compris. Et donc, il va quand même essayer de. Je regarde jusqu'où ça va un peu loin. Je vais voir un peu jusqu'où je vais. Ouais, je n'aurai pas le temps d'aller jusque-là. Hein. Oula, oula, je vais peut-être faire le A, puis au pire, on reviendra après. Donc, il dit envisageons tout d'abord le premier rapport, le principe fait vis-à-vis au phénomène. Nous établirons 4 propositions. En premier, le principe, la vacuité authentique n'étant pas différent des phénomènes, hein, puisqu'à nouveau, hein, la vacuité n'est qu'une conséquence. Et la base des phénomènes, la vacuité, est ce qu'on observe quand on analyse vraiment de façon sincère les phénomènes en eux-mêmes, hein, comme on faisait avec le pot de miel, en voyant effectivement les abeilles, l'apiculteur, les fleurs, le soleil, etc., qui amènent à la création du miel. Donc, le principe authentique n'étant pas différent des phénomènes, il réside en son entier dans un seul phénomène. C'est ça. Donc, et ce qu'on a dit ici, quand on le dit dans le pot de miel, eh bien, en fait, on peut aussi l'appliquer dans une simple micro-petite goutte de miel qui, au même titre que l'entièreté du miel, contiendrait également l'entièreté de toutes ces causes et des conditions. Donc, l'action de l'apiculteur, l'action des abeilles, leur société, leur ruche, le soleil, les fleurs, la terre, les petits vers de terre, etc., le mec qui a labouré le champ, etc. Enfin, vous voyez bien jusqu'où on peut revenir dans cette logique-là. Et donc, cette logique s'applique entièrement autant à une seule micro goutte de miel qu'elle s'appliquerait à l'entièreté du pot de miel, sachant que pour le pot de miel, il faut également rajouter peut-être ce qui a créé le pot, etc., et que etc. En second, le principe authentique n'étant pas identique au phénomène, la nature en soi du principe authentique est toujours sans limitation.
Donc ça, c'est juste pour rappeler que même si on parle de 2 angles différents pour aborder la même réalité, on parle quand même de 2 angles différents. C'est-à-dire que la vacuité, c'est ce principe justement du coup de non-dualité des choses. Elle n'est pas exactement identique au phénomène et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, hein. Cette tasse, d'une certaine façon, est vacuité, mais d'une autre façon, elle a aussi une existence telle qu'elle apparaît être là. Et donc ensuite, il dit, en troisième, cette non-identité du principe authentique et des phénomènes implique une absence de différence entre eux. La nature du principe, qui est illimitée, réside intégralement dans un atome. En réalité, il n'y a pas de réelle différence. Et cette absence de différence impliquant leur non-identité, la nature du principe aussi d'un atome est illimitée. Bon là, c'est assez compliqué, mais vous avez bien compris un peu l'idée, hein. C'est de dire qu'au final, on parle de 2 réalités différentes qui, en vrai, s'interpénètrent. Voilà. Pourtant, moi aussi. Et Dagda qui dit, moi aussi, je dépends du pot de miel. Exactement, tu dépends du pot de miel. Exactement. C'est ça, par sécurité, tu disais effectivement le besoin de cause première, hein, Madame Adananda disait oui, effectivement, il faut se remettre dans la peau de nos ancêtres, la préhistoire, quand il y avait les premières pluies, foudre, tonnerre, neige. Oui, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que c'est pas pas une préoccupation qui ne serait qu'une préoccupation de population qu'on pourrait qualifier effectivement de primitive, genre les hommes préhistoriques. C'est une préoccupation qu'on a aussi tous maintenant, et la discussion qu'on a eue aujourd'hui en est à nouveau une preuve tangible. C'est que pour la plupart des gens, c'est un problème de ne pas avoir une cause première. Et c'est encore le cas maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement indépendant du fait que vous soyez croyant ou pas. C'est-à-dire que même si vous êtes croyant, bah, c'est simple, la cause première c'est Dieu, au moins vous avez la réponse magique. Mais même en termes voilà, une personne qui serait athée, elle va dire oui, bah la cause première c'est le Big Bang. Bah oui, mais c'est pareil pour moi, c'est une réponse qui est un peu ta gueule, c'est magique, parce que ça n'explique pas comment quelque chose qui est non existant ou non temporel acquiert une existence et une temporalité. Si elle doit l'acquérir, c'est qu'il y a un acte qui se crée. Et l'acte qui se crée, il ne peut pas sortir du néant, hein. C'est problématique, hein. C'est, Et c'est ça. Et c'est Tomoyo, moi je suis d'accord avec toi, c'est dans le cerveau humain, on a ce besoin et ce vouloir d'une explication à tout prix. En fait, on aime intellectuellement comprendre les choses. On veut savoir d'où viennent les choses, en fait. On a ce besoin naturel d'avoir une réponse à ces questions. Oui, après, c'est peut-être aussi un biais occidental. C'est intéressant ce que dit Dagdeg, le fait que ça pourrait être un biais occidental de vouloir une origine à tout prix. Oui, parce que du coup, effectivement, hein, les populations bouddhistes se prenaient pas vraiment trop la tête avec ça, en fait, hein. Elles se disaient juste, oui, en fait, c'est des cycles en fait, c'est des cycles de contraction et d'apparition et de destruction des mondes qui s'enchaînent les uns après les autres, à l'infini. Voilà. Ils cherchaient pas plus que ça. Ils fait, bah, ça leur allait bien. Voilà. Ouais. Ah, par contre, oui, les animaux n'ont pas ce problème, dit Madame Adana, tout à fait. Mais c'est une problématique qui est très humaine, hein. C'est une problématique qui est Mon chat se pose absolument pas la question. Mon chat s'en bat les steaks, hein. Il s'en bat les steakos, hein. C'est vraiment pas son problème, hein. Tomoyo qui dit par contre, je viens de remettre en cause la science alors que je vais devoir faire germer un esprit scientifique à mes futurs élèves. Bah, faut pas remettre en cause la science. Après, je vais faire mon postmoderniste, mais il faut aussi toujours bien se garder en tête. Et je parle pas d'un point de vue complotiste, hein, me faites pas dire ce que je dis pas, hein, mais aussi garder en tête que la science est également le reflet des discours acceptables de son époque. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut ou ne pas dire par rapport à certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des théories scientifiques qui, de base, vont pouvoir être acceptées parce qu'elles rentrent dans l'ordre du discours. Voilà. C'est très schématique et très rapidement ce que je dis. Il y a un peu Foucault qui a écrit là-dessus, il y a des gens qui ont écrit là-dessus. C'est pas mon domaine de prédilection, hein. J'ai pas un intérêt particulier, particulièrement fort pour la philosophie des sciences. C'est pas, je préfère la philosophie des religions personnellement, c'est mon petit domaine à moi. Mais voilà, c'est des points qui sont intéressants en fait, l'ordre du discours et ce qu'il est possible de dire ou de pas dire. Chose qui, si je tourne sur un angle un peu plus politique, est intéressant à observer par exemple dans le cas de l'administration Trump actuellement, hein, qui du coup est en train de supprimer une partie
du discours qui était un discours autorisé jusque-là, et en supprimant le discours, elle limite ce qu'il est possible de dire et les recherches qui peuvent être faites et les résultats de ces recherches qui peuvent être faites. Et ce qui est intéressant, parce que dans le cas de ce que fait Trump actuellement, en faisant en sorte que certains mots ne puissent plus être utilisés, on a une vision absolument concrète de ce que typiquement Foucault disait déjà à l'époque, hein, que effectivement, malgré ce qu'on pense, en fait, le discours a son importance par rapport au côté scientifique, c'est-à-dire qu'une découverte et des résultats scientifiques ne peuvent être acceptés que d'une certaine façon s'ils rentrent déjà en partie dans une forme de discours qui est acceptable. Là, on le voit vraiment à quel point c'est réel dans le cas de l'administration Trump, parce qu'on le voit en action. Mais c'est déjà le cas d'un point de vue plus large en général, en fait. Voilà. Un peu c'est une digression, c'est pas mon domaine, hein. Je peux dire des conneries là-dessus, prenez pas tout ce que je dis avec un... Je peux avoir dit des conneries par rapport à ça, mais je pense que vous voyez un peu l'image et l'idée derrière. Voilà, l'importance de ça, mais ça ne remet pas en cause à nouveau, hein, du tout l'intérêt scientifique. Au contraire, hein, je veux dire, faites attention à ça aussi, hein, ça ne remet absolument pas en cause tout cet aspect-là. J'ai un grand respect pour la science, hein. À la base, moi, j'ai fait des études de biologie, hein. J'ai été ingénieur biomédical avant avant d'être moine, hein. Donc, si je vais quand même rester à... Je veux dire, voilà, faut pas tout mélanger, mais il faut garder aussi en tête les potentiels biais qui peuvent apparaître vis-à-vis de ça. Voilà. Oui, Tomo qui dit: «De toute façon, j'aurais pas le choix que de suivre les programmes officiels». C'est ça, hein. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, un programme officiel. Ça a son importance aussi dans la façon de façonner la vision qu'ont du coup les générations d'après de ce qu'est un discours scientifique, de ce que ça inclut ou ce que ça n'inclut pas. Voilà. Je pose ça là à nouveau. C'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec ce dont je parlais. Aujourd'hui, c'est Sportisport, hein. Et je vais aller quand même sur le point B, parce qu'après, il passe sur une autre question, comme ça m'évitera de rebugger la fois d'après. C'est ça, il ne faut pas remettre en cause la science, mais il ne faut pas oublier pour moi que la science ne peut pas tout expliquer. Il y a ça, et il faut aussi effectivement... il faut voir effectivement il ne faut pas non plus prendre l'entièreté du truc tel quel, mais un bon discours scientifique est un discours qui doit savoir se remettre en question et évoluer en fonction du temps. Voilà, c'est ça. En gros, c'est juste ça qui est important, en fait. C'est ça, un bon discours scientifique. Même dans la science, on trouve des études, des résultats biaisés. Voilà, forcément. C'est ça aussi, bien entendu. Et je parle même pas des cas de corruption, parce que ça existe aussi, hein, bien sûr. Bien entendu. Mais à nouveau, me mettez pas dans une case en rapport de près ou de loin avec un potentiel complotisme, parce que c'est pas du tout ce que je dis, hein. Je dis pas du tout ça, hein. Je reste avec une personne qui a un esprit relativement scientifique de base. J'ai fait des études scientifiques, j'apprécie la science, mais voilà, il ne faut pas universaliser peut-être ou diviniser, c'est plus le terme que je cherche. Il ne faut pas diviniser la science pour compenser notre nostalgie de Dieu. Voilà. C'était ma petite phrase du jour. Hop, alors, B. Envisageons ensuite le second rapport, les phénomènes font vis-à-vis au principe. Nous établirons à nouveau 4 propositions, c'est un peu les mêmes, hein. Les entités phénoménales n'étant pas différentes du principe, de base, hein, ça reste la même chose. Un atome s'étend entièrement à la nature du principe. Les entités phénoménales n'étant pas identiques au principe, parce qu'effectivement, quand on le voit, c'est pas clair pour tout le monde que la tasse est la vacuité, hein, à nouveau. Les entités phénoménales n'étant pas identiques sous un certain angle au principe, à la vacuité, elles ne portent pas atteinte à un atome, ce qui fait que du coup, la tasse, ce n'est pas parce que... Là, ce point qui est important, hein, c'est de dire ce n'est pas parce que j'accepte le concept de vacuité que la tasse disparaît. La tasse continue à garder son existence. C'est deux modes d'être et deux modes de vision différentes. On peut les maintenir en même temps. On peut soit voir la tasse entièrement sous l'angle de la vacuité, on peut l'avoir entièrement sous l'angle phénoménal, on peut aussi l'avoir entièrement suivant les deux angles en même temps, ce qui est assez perturbant pour le cerveau quand on essaie de le faire. Donc cette non-identité entre entité phénoménale et principe, marquant en elle-même une absence de différence, en réalité, il n'y a pas de réelle différence, malgré cette non-identité perçue. Un atome s'étend dans sa petitesse à la nature authentique illimitée. Cette absence de différence entre entité phénoménale et principe, marquant en elle-même une non-identité, un atome s'étend au principe qui est illimité, sans pour autant s'agrandir. C'est-à-dire qu'il garde
d'une certaine façon, mais c'est toujours la même idée, hein, c'est que les phénomènes restent les phénomènes, la vacuité reste la vacuité. Pourtant, les phénomènes s'étendent à la vacuité et la vacuité s'étend aux phénomènes sans qu'il y ait de réelle obstruction entre les deux. Et c'est le point qu'on discute justement ici. C'est un point important de la philosophie Kegon. C'est-à-dire que techniquement, c'est pas parce que je vois la vacuité dans la tasse que la tasse disparaît. C'est pas parce que je vois la tasse que la vacuité disparaît. Voilà. Et pourtant, la vacuité est présente dans la tasse et la vacuité, les deux sont ensemble, les deux ne sont pas ensemble. C'est la fiesta philosophique. C'est la fiesta philosophique. Voilà, c'est le jingle de la journée. Je suis en roue libre aujourd'hui. En fait, j'aime bien ces thèmes parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de texte et ça prend bien la tête. Du coup, c'est bien, ça fait discuter, ça fait réfléchir et ça permet aussi de partir un peu sur d'autres sujets. C'est assez libre de possibilités, quoi. Intrication quantique. Alors, salut Sylvana Kriatz pour ton premier message. Bienvenue merci pour ton premier message dans le chat. Je ne saurais pas dire d'intrication quantique puisque je ne suis pas assez spécialisé sur ce domaine. Voilà, je ne sais point. Je ne sais. Hein. Ah ouais, t'imagines, Tomoyo qui dit, t'imagines, heureusement, parce que si t'es en train de boire et que tu te dis que ta tasse est la vacuité et paf, elle disparaît, d'un coup t'as toute ta flotte qui tombe comme ça. Mince, j'ai pensé à la vacuité. Non, 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 pas la vacuité, pas la vacuité. Et là, la tasse elle disparaît. Ce serait excellent. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le texte, mais on peut discuter encore un petit peu, bien entendu. Je regarde parce qu'après, il y a d'autres questions et ça va être un petit peu long. Mais c'est intéressant. À nouveau, vous en faites ce que vous voulez de tout ça, d'une certaine façon, mais je trouve que d'un point de vue intellectuel, c'est intéressant, en fait. C'est intéressant. Et c'est vrai que je me souviens, je crois que c'était Madame Ada Dandan qui avait dit, mais du coup, en fait, qui ne voyait dans ce concept de vacuité au départ que quelque chose de un peu destructeur, en disant, mais plutôt, on va dire plutôt plutôt une forme de structuralisme, enfin de déstructuralisation de la tasse, dans le sens où on va prendre ses caractéristiques et on va les démonter un peu d'une certaine façon au fur et à mesure pour montrer que du coup elles sont liées à l'infinité des causes et des conditions. Mais du coup, la logique, en fait, c'est important dans l'aspect relatif à la vacuité, c'est qu'on ne fait pas que cet aspect-là, mais que derrière, on est censé repartir. Donc là, on partirait les phénomènes pour aller jusqu'au principe de la vacuité. Mais à la base, l'idée, c'est aussi de revenir à partir du principe de la vacuité vers les phénomènes. C'est-à-dire se rappeler qu'effectivement, du coup, une fois qu'on a observé cette infinité de causes et de conditions, on a épuisé les caractéristiques de la tasse, eh bien moi, il faut quand même revenir vers la tasse en disant, mais malgré tout, cette tasse a une existence. Sauf que maintenant, une fois qu'on a fait cet exercice dans les deux sens, eh bien on peut voir la tasse sous les deux angles, comme étant à la fois un objet physique qui nous paraît être indépendant, et pourtant le réceptacle de l'infinité des causes et des conditions, le fait que cette tasse, du coup, n'est pas séparée du reste de l'univers. Donc on a vraiment fait ces deux éléments, et en faisant ça, d'une certaine façon, on a une vision plus logique, plus juste de ce qu'est réellement la tasse. Voilà. Une tasse avec un visage.